Ce soir-là, au milieu du dîner de famille, mon mari a crié « Cette femme est un poids mort. J'ai honte qu'elle porte mon nom. » Tout le monde a ri. Moi, j'ai posé ma serviette, je me suis levée et je suis partie pour toujours. Je m'appelle Léopoldine Gallet. J'ai 65 ans aujourd'hui et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Ce soir-là, un vendredi d'octobre, il y a 7 ans, tout a basculé autour d'une table en chêne massif, dans notre maison de Neuilly-sur-Seine. Alain avait invité ses frères, sa mère, quelques amis proches. Un dîner en famille, comme il disait. Moi, j'avais passé la journée entière en cuisine. Blanquette de veau, tarte tatin, tout fait maison. Mes mains sentaient encore le beurre et le thym. Je portais une robe bleu marine, simple, élégante, discrète. À table, j'écoutais sans vraiment parler. C'était mon rôle, après 32 ans de mariage. Écouter, sourire, servir. Alain racontait une anecdote professionnelle, une de ces histoires où il se met en héros. Ses frères riaient fort. Sa mère approuvait de la tête. Moi, je remplissais les verres. Puis, sans transition, il s'est tourné vers moi. Léopoldine ne comprend rien à ces choses-là de toute façon. Un silence, léger, presque imperceptible. J'ai souri, par réflexe. Mais son frère, Mathieu, a insisté. « Allons, Alain, elle est tout de même ta femme. Elle a bien un avis, non ?» Alain a bu une gorgée de vin. Puis il a posé son verre, lentement, et il a dit, d'une voix claire, presque amusée, « Cette femme est un poids mort. Je me demande encore comment j'ai pu supporter ça pendant 30 ans. J'ai honte qu'elle porte mon nom. » Tout le monde a ri. Pas un rire gêné. Non, un rire franc, complice. Comme si c'était drôle. Comme si j'étais drôle. Je me souviens du bruit des fourchettes qui reprenaient leur balai, du cliquetis des verres, de la voix de sa mère qui enchaînait sur un autre sujet. Moi, j'ai posé ma serviette. Je me suis levée. Personne n'a remarqué. J'ai monté l'escalier, calmement. J'ai ouvert l'armoire. J'ai sorti une valise. 1 heure plus tard, j'étais dans ma voiture, direction la gare de Lyon. Destination, Provence. 800 kilomètres entre moi et cette maison. Entre moi et ce nom. Entre moi et cette vie où j'avais fini par disparaître. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire là-bas. Mais je savais une chose, je ne reviendrai jamais. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Pour comprendre pourquoi ce soir-là m'a brisé, il faut que je vous parle d'avant. D'un temps où je croyais encore qu'Alain m'aimait. Nous nous sommes rencontrés en 1978. J'avais 20 ans. Lui, 24. C'était à Paris, dans une librairie du quartier latin. Je feuilletais un livre de recettes provençales. Déjà, à l'époque, la Provence m'attirait. Il s'est approché, m'a dit quelque chose de spirituel sur la lavande et les herbes de Provence. Il était beau, souriant, cultivé. 3 mois plus tard, nous étions fiancés. Ma mère m'avait dit « Léopoldine, cet homme-là va t'offrir une belle vie. » Elle avait raison. En apparence, Alain était cadre dans une banque prestigieuse. Nous avons acheté cette maison à Neuilly. 3 étages, jardin, balcon avec vue sur les toits parisiens. Moi, j'ai arrêté mes études. Ce n'était pas une obligation. C'était un choix. Ou du moins, c'est ce que je me disais. Une femme comme toi n'a pas besoin de travailler, disait-il. Tu es faite pour rendre un foyer heureux. Et pendant des années, j'y ai cru. Je me souviens de l'odeur de café le matin quand il descendait en costume cravate. Je lui préparais ses tartines beurrées, son jus d'orange pressé. Il lisait Le Figaro. Moi, je rangeais la cuisine. Le week-end, nous recevions. Toujours. Ses collègues, ses amis, sa famille. Moi, je cuisinais. Je dressais les tables. Je souriais. On me complimentait souvent. « Quelle chance tu as, Alain, d'avoir une femme pareille ?» Et lui, il répondait « Oui, elle sait rester à sa place. » À l'époque, je prenais ça pour un compliment. Nous n'avons jamais eu d'enfant. Pas par choix, par la vie. Pendant des années, j'ai espéré. J'ai consulté des médecins, j'ai prié. Alain, lui, n'en parlait jamais. Comme si ce silence pouvait effacer la douleur. Un jour, sa mère m'a dit « Dommage que tu n'aies pas pu donner un héritier à mon fils. » Alain n'a rien répondu. C'est ce jour-là que j'ai commencé à comprendre. Dans cette famille, je n'étais pas une femme. J'étais une fonction. Mais il y avait des moments doux aussi. Des dimanches d'été où nous marchions dans le bois de Boulogne, main dans la main. Des soirs d'hiver où il rentrait fatigué et je lui préparais un gratin dauphinois, son préféré. Il disait « Personne ne cuisine comme toi, Léopoldine. » Et moi,
Je me disais que c'était suffisant, que l'amour, c'était ça, être utile, être là, être discrète. Pendant 30 ans, j'ai vécu comme une ombre élégante, bien habillée, qui sentait bon le jasmin. Mais une ombre quand même. Et ce soir-là, autour de cette table en chêne, j'ai enfin compris. Alain ne m'avait jamais aimé. Il m'avait juste trouvé pratique. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. La première fissure, je ne l'ai pas vue venir. Ou plutôt, je l'ai vue, mais je n'ai pas voulu la regarder en face. C'était un mardi après-midi, au mois de mars, il y a environ 10 ans. Je me souviens de la lumière, cette lumière grise et douce de Paris au début du printemps, quand les arbres commencent à bourgeonner, mais que l'hiver refuse encore de partir. J'étais dans le salon, en train de repasser les chemises d'Alain, toujours les mêmes, blanches, col cassé, impeccables. La radio diffusait du Debussy, Clair de lune, une musique que j'aimais, qui me faisait du bien. Alain était monté dans son bureau. Il avait dit qu'il avait des dossiers urgents à réviser. Et puis, son téléphone a sonné. Il l'avait oublié sur la table basse, à côté de moi. J'ai regardé l'écran. Sandrine, un prénom, simple, féminin. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas mon téléphone. Ce n'était pas ma place. Mais quelque chose en moi s'est figé. Pourquoi ce prénom me gênait-il? Pourquoi mon cœur battait-il plus vite? Le soir, pendant le dîner, j'ai dit, d'un ton léger, « Quelqu'un a appelé cet après-midi, une certaine Sandrine. » Alain n'a même pas levé les yeux de son assiette. Ah oui, une collègue du bureau. Rien d'important. Il a coupé un morceau de poulet. Il a mâché. Il a bu une gorgée de vin. Puis il a ajouté, comme s'il parlait de la météo, « Tu sais, Léopoldine, tu devrais arrêter de t'inquiéter pour des détails. Ça te vieillit. » Je me suis tue. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les semaines suivantes, j'ai commencé à remarquer des petites choses, des détails minuscules, insignifiants. Alain rentrait plus tard. Réunion stratégique, disait-il. Il prenait des douches avant le dîner, même quand il n'avait pas fait de sport. Il vérifiait son téléphone constamment, même à table, même pendant nos rares moments à deux. Un soir, je lui ai demandé doucement, « Alain, est-ce que tout va bien? Tu sembles ailleurs. » Il a soupiré, comme si j'étais fatigante. « Léopoldine, tu te fais des idées. J'ai beaucoup de pression au travail, c'est tout. » Puis il a ajouté, avec un sourire en coin, « Ne me dis pas que tu deviens parano, maintenant. Ce serait le comble. » J'ai ri, par réflexe, pour ne pas être celle qui pose des questions, pour ne pas être la femme pénible. Mais un samedi matin, tout a changé. Alain était parti faire du tennis avec Mathieu, son frère. Ils avaient leur rituel, tous les samedis matins, depuis des années. Je rangeais la chambre. J'ai ouvert le tiroir de sa table de nuit pour y déposer ses lunettes de lecture. Et là, j'ai vu une chose étrange. Un petit carnet, noir, discret, fermé par un élastique. Je l'ai regardé un long moment. Je savais que je ne devais pas l'ouvrir, mais mes mains tremblaient déjà. Je me suis assise sur le bord du lit. J'ai défait l'élastique. J'ai ouvert la première page. Et j'ai lu. C'était une liste de prénoms féminins, avec des dates, des lieux, des notes brèves. Sandrine, 12 mars, Hôtel Lutetia. Isabelle, 8 avril, déjeuner, rue de Rivoli. Claire, 22 mai, week-end, Deauville. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang cogner dans mes tempes. J'ai tourné les pages. Il y en avait d'autres, beaucoup d'autres. Des prénoms que je ne connaissais pas. Des dates qui correspondaient à ces réunions, ces déplacements, ces week-ends entre amis. Tout était là, consigné, organisé, comme un agenda, comme une comptabilité. J'ai refermé le carnet. Je l'ai remis exactement à sa place. J'ai replacé l'élastique. Puis je suis descendue dans la cuisine, lentement, comme si je marchais sous l'eau. Je me suis assise à la table. J'ai regardé par la fenêtre. Les arbres bougeaient doucement dans le vent. Le ciel était gris. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste restée là, immobile, les mains posées sur mes genoux. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pensé, qui suis-je dans cette maison? Quand Alain est rentré du tennis, il était de bonne humeur. J'ai gagné 2-7. Tu nous fais un bon déjeuner, ma chérie? J'ai souri. J'ai dit oui. J'ai préparé une quiche lorraine, sa préférée. Je l'ai regardé manger, rire, raconter son match. Et pendant tout ce temps, je pensais, cet homme ne me connaît pas. Cet homme ne m'a jamais connu. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Pas violemment, pas bruyamment, juste une petite fêlure,
comme une porcelaine fine qu'on laisse tomber et qui ne casse pas tout de suite, mais qui, un jour, finira par se briser complètement. Parfois, on ignore les signes parce qu'on a peur de la vérité. Et vous, avez-vous déjà fermé les yeux sur quelque chose que vous saviez au fond de vous? Après cette découverte, j'aurais dû partir. J'aurais dû hurler, claquer la porte, exiger des explications. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que, voyez-vous, quand on a passé 30 ans à se faire petite, on ne sait plus comment devenir grande. Les jours suivants, j'ai fait comme si je n'avais rien vu. Je me levais à 7 heures. Je préparais le café. Je lui tendais sa veste quand il partait travailler. « Bonne journée, Alain. »« Merci, Léopoldine. » Tout était normal. Tout était parfait. Sauf que, la nuit, je ne dormais plus. Je restais les yeux ouverts dans le noir, à écouter sa respiration régulière à côté de moi. Je me demandais, avec combien de femmes? Depuis combien de temps? Est-ce qu'il m'avait déjà aimé, ne serait-ce qu'un jour? Un matin, je suis allée voir mon médecin. Je lui ai dit que je me sentais fatiguée, que je dormais mal. Il m'a prescrit des anxiolytiques. « Madame Gallet, vous êtes en période de ménopause. C'est normal d'être un peu fragile. Prenez soin de vous. » J'ai hoché la tête. J'ai pris l'ordonnance. Je suis sortie du cabinet. Et en marchant dans la rue, sous le soleil de juin, j'ai eu envie de crier « Ce n'est pas la ménopause, c'est mon mariage qui me tue. » Mais je ne l'ai pas fait. À la place, je suis allée à la pharmacie. J'ai acheté les cachets. Et pendant des semaines, j'ai avalé ces petites pilules blanches qui m'engourdissaient juste assez pour continuer à sourire. Un soir, Alain est rentré avec des fleurs, des roses blanches. Il me les a tendues avec un sourire charmant. « Pour toi, ma belle, parce que je sais que j'ai été un peu distant ces derniers temps. » J'ai pris le bouquet. J'ai senti leur parfum doux, presque étouffant. Et j'ai pensé, ces fleurs viennent d'où? De quelle culpabilité? Mais j'ai dit, merci Alain, c'est très gentil. Je les ai mises dans un vase en cristal. Je les ai placées sur la table du salon. Et tous les jours, en les regardant faner lentement, je me disais, voilà ce que je suis devenue. Une femme qu'on achète avec des fleurs. Puis il y a eu ce dîner chez sa mère. C'était un dimanche. Toute la famille était là. Mathieu, le frère d'Alain, avec sa femme Élise, les cousins, les oncles, tout le monde. Je portais une robe beige, élégante, neutre, toujours neutre. Sa mère avait cuisiné un gigot d'agneau. Nous étions 12 autour de la grande table de la salle à manger. La conversation roulait sur la politique, l'économie, les voyages. Moi, comme d'habitude, j'écoutais en silence. Élise, la femme de Mathieu, parlait de son nouveau poste dans une maison d'édition. J'ai enfin obtenu la promotion que j'attendais, directrice éditoriale. Tout le monde la félicitait. Elle rayonnait. Puis la mère d'Alain s'est tournée vers moi avec ce sourire pincé qu'elle avait toujours eu. « Et toi, Léopoldine, tu ne t'es jamais ennuyée, à la maison ?» Un silence. Je sentais les regards sur moi. J'ai souri. « Non, madame, j'ai toujours eu beaucoup à faire. » Elle a haussé un sourcil. « Ah bon? Beaucoup à faire? Tu n'as pas d'enfant, pas de travail. Je me demande bien ce qui peut t'occuper toute la journée. » Quelqu'un a ri, doucement, nerveusement. Alain, lui, n'a rien dit. Il coupait son gigot, tranquillement, comme si je n'existais pas. J'ai senti mes joues devenir chaudes, mais j'ai continué à sourire. Je m'occupe de la maison, de mon mari. Je lis beaucoup aussi. « Ah, les livres », a-t-elle dit avec un petit rire condescendant. « Ça ne remplace pas une vie, quand même. » Ce soir-là, dans la voiture sur le chemin du retour, j'ai dit à Alain, « Ta mère a été dure avec moi. » Il a gardé les yeux sur la route. Elle ne voulait pas être méchante. C'est juste sa façon de parler. « Mais toi, tu aurais pu me défendre. » Il a soupiré. « Léopoldine, arrête. Tu es trop sensible. » Puis, il a allumé la radio. Et moi, j'ai regardé par la fenêtre, les lumières de Paris qui défilaient, floues, comme si je les voyais à travers des larmes. Sauf que je ne pleurais pas. Je ne pleurais plus. Les mois ont passé. J'ai continué. Cuisiner. Ranger. Sourire. Alain continuait ses réunions, ses déplacements, ses soirées entre collègues. Et moi, je faisais semblant de ne rien voir. Parce que c'était plus simple. Parce que partir, c'était trop effrayant. Parce que, au fond, je ne savais pas qui j'étais sans lui. Un après-midi, je suis allée me promener au jardin du Luxembourg. C'était l'automne. Les feuilles tombaient, dorées et rouges. Je me suis assise sur un banc, près du bassin. J'ai regardé les enfants qui faisaient naviguer leurs petits bateaux. Et j'ai pensé à ma vie, à toutes ces années où j'avais été une bonne épouse, où j'avais tout fait pour être aimée, pour être appréciée, pour être suffisante. Et soudain, j'ai compris quelque chose de terrible. Je n'avais jamais été suffisante, pas parce que j'étais insuffisante, mais parce qu'Alain ne cherchait pas une femme à aimer.
Il cherchait une femme à utiliser. Je suis resté longtemps sur ce banc. Le soleil a décliné. Les enfants sont partis. Le jardin s'est vidé. Et quand je me suis levé pour rentrer, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Quelque chose de minuscule. Pas encore de la colère. Pas encore du courage. Juste une petite graine. Une graine de lucidité. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Cette graine de lucidité a mis du temps à germer. Mais une fois qu'elle a commencé à pousser, il n'y avait plus moyen de l'arrêter. C'était un jeudi matin, au début du mois de novembre. Alain était parti tôt pour une conférence à Lyon. Il devait revenir le lendemain soir. « Ne m'attends pas pour dîner demain », avait-il dit en bouclant sa valise. « Je mangerai avec l'équipe. »« D'accord », avais-je répondu. Il m'avait embrassé sur le front. Un geste mécanique, froid, et il était parti. Ce matin-là, j'ai fait ce que je faisais toujours. Café, croissant, lecture du journal. Mais quelque chose était différent. J'étais différente. Je n'arrivais plus à ignorer ce poids dans ma poitrine. Cette voix intérieure qui murmurait « Regarde, ouvre les yeux. Regarde vraiment. » Vers 11 heures, je suis montée dans son bureau. Je ne sais pas pourquoi. Ou peut-être que si. Peut-être que je cherchais une preuve, ou une excuse, ou une raison de continuer à me mentir. Le bureau était impeccable, comme toujours. Bois sombre, cuir, livres alignés, pas un papier qui traîne. Alain était un homme d'ordre. Je me suis assise dans son fauteuil. J'ai regardé la pièce comme si je la voyais pour la première fois. Et puis, j'ai ouvert le tiroir central. À l'intérieur, des stylos, des trombones, un agenda professionnel. Rien d'anormal. J'ai ouvert le deuxième tiroir. Des factures, des relevés bancaires, tout bien rangé. Puis le troisième. Et là, tout au fond, sous une pile de vieux magazines, j'ai trouvé une enveloppe. Une enveloppe Kraft, non cachetée. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai sorti l'enveloppe. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait des reçus. Des reçus d'hôtels, de restaurants, de boutiques. Hôtel Le Bristol, chambre supérieure, 2 nuits, 950 €, restaurant Le Grand Véfour, déjeuner, 260 €, bijouterie Cartier, bracelet en or, 3200 €. J'ai continué à lire, les mains tremblantes. Il y avait des dizaines de reçus, étalés sur plusieurs mois, plusieurs années. Des dépenses que je n'avais jamais vues sur nos relevés communs, parce qu'Alain avait un compte séparé. Pour les frais professionnels, disait-il. Mais ces dépenses n'avaient rien de professionnel. J'ai trouvé aussi des notes manuscrites, brèves, presque codées. S, samedi 14 h, Marais. C, mercredi soir, appartement. I, week-end, Deauville confirmé. Et tout en bas de la pile, une photo. Une petite photo, format passeport, un peu abîmée. Une femme brune, jeune, 35 ans peut-être, qui souriait à l'objectif. Au dos, quelques mots écrits à la main, d'une écriture féminine, élégante, à mon Alain chéri. Ne m'oublie pas, Sandrine. Je suis restée assise là, la photo dans les mains, pendant je ne sais combien de temps. Je regardais ce visage inconnu, cette femme qui appelait mon mari « mon Alain chéri », cette femme qui recevait des bracelets en or, cette femme qui passait des week-ends avec lui à Deauville, pendant que moi, je restais à Paris, seule, à repasser ses chemises. J'ai remis la photo dans l'enveloppe. J'ai tout replacé exactement comme je l'avais trouvé. Je suis descendue dans la cuisine. Je me suis assise. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient. Puis j'ai fait une chose étrange. J'ai ouvert mon ordinateur portable, celui que j'utilisais rarement, juste pour lire mes mails et chercher des recettes. Et j'ai tapé dans le moteur de recherche « Sandrine plus Alain Gallet ». Je ne sais pas ce que j'espérais trouver. Peut-être rien, peut-être une confirmation. Mais ce que j'ai trouvé, c'était pire que tout ce que j'avais imaginé. Un article, publié 3 ans plus tôt dans un magazine économique en ligne. Alain Gallet, directeur adjoint chez BNP Paribas, et sa collaboratrice Sandrine Moreau, responsable de la communication, récompensés pour leurs projets innovants. Il y avait une photo. Alain, en costume, souriant. Et à côté de lui, elle, Sandrine, la même femme que sur la photo. Ils se tenaient côte à côte, très proches, trop proches. Et dans leurs yeux, on voyait quelque chose qui n'avait rien de professionnel. J'ai continué à chercher. J'ai trouvé d'autres articles, d'autres photos, eux deux à des conférences, à des galas, à des dîners d'entreprise, toujours ensemble, toujours souriants. Et personne ne parlait de moi, parce que je n'existais pas dans ce monde-là. Je n'étais que l'épouse, invisible, insignifiante. J'ai fermé l'ordinateur, je suis montée dans la chambre, je me suis allongée sur le lit,
tout habillée. J'ai regardé le plafond, et pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré. Pas de gros sanglots, juste des larmes silencieuses qui coulaient sur mes tempes, mouillant l'oreiller. Je pleurais sur toutes ces années perdues, sur cette femme que j'avais été, naïve, soumise, aveugle, sur cet homme que je ne connaissais pas, sur ce mariage qui n'avait jamais existé. Le lendemain soir, Alain est rentré de Lyon. Il était de bonne humeur. La conférence s'est très bien passée. On a signé un gros contrat. Il a posé sa valise dans l'entrée. Il a enlevé sa veste. « Qu'est-ce qu'on mange ?» J'ai une faim de loup. J'étais dans la cuisine. Je préparais un bœuf bourguignon, son plat préféré. Je me suis tournée vers lui. Et pour la première fois, je l'ai regardé vraiment. Cet homme avec qui j'avais partagé 32 ans de ma vie. Cet homme que je ne connaissais pas. J'ai souri. Le dîner sera prêt dans 20 minutes. Parfait. Je vais prendre une douche. Il est monté. Je l'ai entendu siffloter sous la douche. Et moi, je suis restée là, devant la cuisinière, à tourner la sauce lentement, mécaniquement. Ce soir-là, pendant le dîner, il a parlé de Lyon, de ses collègues, de ses projets. Je l'ai écouté, j'ai hoché la tête, j'ai dit « c'est bien » et « félicitations ». Mais dans ma tête, je ne cessais de penser à une seule chose. Combien de mensonges peut tenir un homme dans une seule vie? Après le dîner, il s'est installé devant la télévision. Moi, je suis montée dans la chambre. J'ai ouvert l'armoire. J'ai sorti une petite valise du fond du placard. Je l'ai posée sur le lit. Je ne l'ai pas remplie. Pas encore. Mais je l'ai laissée là, ouverte, comme une promesse, comme un début. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Alain m'a regardé bizarrement. « Tu as l'air fatiguée, Léopoldine. Ça va ?» J'ai souri. « Oui, ça va. J'ai juste mal dormi. » Il a haussé les épaules. « Tu devrais peut-être reprendre tes anxiolytiques. » J'ai hoché la tête. Mais je savais que je ne les reprendrais pas, parce que je ne voulais plus être engourdie. Je voulais sentir, même si ça faisait mal. Les jours suivants, j'ai commencé à observer, vraiment observer. Je notais les heures de ses départs, de ses retours. Je regardais ses vêtements quand il rentrait. Parfois, il y avait du parfum, pas le mien. Je vérifiais ses poches quand il mettait ses costumes au pressing. J'y trouvais des tickets de cinéma, des reçus de café, des notes griffonnées. Un jour, j'ai trouvé une carte de visite. Sandrine Moreau, responsable communication, BNP Paribas, avec un numéro de portable écrit à la main au dos. Je l'ai photographiée avec mon téléphone. Je l'ai remise dans sa poche, et je n'ai rien dit. Je savais maintenant. Je savais tout. Mais je ne savais pas encore quoi faire de cette vérité. Parce que savoir, c'est une chose. Agir, c'en est une autre. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en restant silencieuse si longtemps. Et vous, auriez-vous confronté plus tôt ou auriez-vous attendu d'être sûr? La vérité complète m'est tombée dessus un mardi après-midi. Pas de façon spectaculaire, pas de scène de film, juste un coup de téléphone. C'était la mi-décembre. Paris était déjà décoré pour Noël. Les vitrines brillaient, les rues sentaient le vin chaud et les marrons grillés. Moi, j'étais à la maison, comme toujours. Je préparais des biscuits de Noël, des bredelles, cette recette alsacienne que ma mère m'avait apprise. La radio diffusait de la musique classique, Schubert, je crois. Alain était au bureau. Il devait rentrer tard. Encore une réunion stratégique. Vers 15 heures, le téléphone fixe a sonné. J'ai décroché, les mains encore pleines de farine. Allô? Un silence. Puis une voix de femme, jeune, tremblante. Madame Gallet? Oui, c'est moi. Nouveau silence. J'ai senti mon cœur se serrer. Qui est à l'appareil? La femme a pris une grande inspiration. Je m'appelle Mathilde. Mathilde Bergeron. Vous ne me connaissez pas. Effectivement. Que puis-je faire pour vous? Elle a hésité, puis elle a dit, d'une traite, comme si elle devait le dire avant de perdre courage, « Je suis désolée de vous appeler comme ça, mais il faut que vous sachiez. Votre mari, Alain, nous avons eu une relation. Pendant 2 ans, je me suis assise, lentement, sur la chaise de la cuisine. La farine sur mes mains laissait des traces blanches sur le combiné. Je vous écoute. » Ma voix était calme, étrangement calme. Mathilde a continué, les mots se bousculant. Ça a commencé il y a 3 ans. Je travaillais dans son département. Il était charmant, attentionné. Il m'a dit qu'il était malheureux dans son mariage, que vous ne vous compreniez plus, que c'était juste une question de temps avant qu'il divorce. Elle s'est arrêtée. J'ai entendu qu'elle pleurait. Je l'ai cru, j'ai tout cru. Et puis, il y a 6 mois, il a rompu. Comme ça, par message. Il m'a dit qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un plus compatible. Un sanglot.
Je viens de découvrir qu'il y en a eu d'autres. Beaucoup d'autres. Je ne suis pas la première. Et je ne serai pas la dernière. J'ai fermé les yeux. Ma main serrait le téléphone si fort que mes jointures étaient blanches. « Pourquoi m'appelez-vous Mathilde ?» Elle a reniflé. « Parce que j'ai réalisé quelque chose. Pendant tout ce temps, je vous détestais. Je pensais que vous étiez celle qui l'empêchait d'être heureux. Mais en fait, vous êtes sa victime. Comme moi. Comme toutes les autres. » Elle a marqué une pause. « Je voulais juste que vous sachiez. Vous méritez de savoir qui est vraiment cet homme. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle m'a tout raconté. Les promesses, les mensonges, les week-ends volés, les cadeaux, les mots doux. Tout ce qu'il m'avait dit à moi, autrefois, il le disait à d'autres. Encore et encore. Comme un disque rayé. Comme un acteur qui joue la même scène, soir après soir, avec des partenaires différentes. Quand nous avons raccroché, je suis restée assise dans la cuisine, le téléphone encore à la main. Les biscuits avaient brûlé dans le four. L'odeur âcre remplissait la pièce. Mais je ne bougeais pas. Je pensais à toutes ces femmes. Sandrine, Mathilde, Claire, Isabelle. Et combien d'autres encore? Toutes croyant qu'elles étaient spéciales. Toutes croyant qu'elles étaient aimées. Et moi qui avais été la première, la plus longue, la plus aveugle. Ce soir-là, quand Alain est rentré, il était 22 heures. Il sentait le parfum, pas le mien. Il a posé son manteau sur le dossier du canapé. Désolé pour le retard, la réunion s'est éternisée. Il est allé vers le réfrigérateur. Tu n'as rien préparé pour dîner? Je le regardais depuis le salon. Assise dans le fauteuil près de la fenêtre. Les lumières étaient éteintes. Juste la lueur des réverbères qui entraient par les rideaux entr'ouverts. Léopoldine, tout va bien? Il s'est approché. Il a allumé la lumière. Et il m'a vu. Je ne pleurais pas. Je ne tremblais pas. Je le regardais juste, avec une clarté que je n'avais jamais eue. Une femme a appelé aujourd'hui, Mathilde Bergeron. Il s'est figé, juste une seconde. Puis il a repris son masque. Qui? Ne me prends pas pour une idiote, Alain. Pas maintenant. Il a soupiré. Il s'est assis sur le canapé. Il s'est frotté le visage avec les mains. Écoute, c'est compliqué. Compliqué? Oui, tu ne peux pas comprendre. J'ai senti quelque chose monter en moi. Pas de la colère, pas encore. Juste une tristesse immense. Explique-moi alors. Aide-moi à comprendre. Il a levé les yeux vers moi. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose dans son regard. Pas de la culpabilité, pas du remords, juste de l'irritation. Comme si j'étais un problème qu'il devait gérer. Léopoldine, tu es une femme bien, vraiment. Mais tu es ennuyeuse. Tu ne comprends rien à mon monde. Tu ne t'intéresses à rien. Tu es juste là. Il a dit ça d'un ton presque doux, presque paternel. J'ai besoin de stimulation, d'échange, de passion, des choses que tu ne peux pas m'offrir. J'ai senti mes lèvres trembler. Et tu crois que c'était une raison pour me mentir pendant des années? Pour me tromper? Pour m'humilier? Il a haussé les épaules. Je ne t'ai jamais humilié. Tu avais tout. Une belle maison, de l'argent, une vie confortable. Qu'est-ce que tu voulais de plus? À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Définitivement. Ce n'était pas de la rage. C'était pire. C'était une lucidité froide, glaciale. Tu as raison, Alain. Il a levé un sourcil, surpris. Vraiment? Oui, tu as raison. Je suis ennuyeuse. Je ne comprends rien à ton monde. J'ai marqué une pause. Mais je comprends une chose. Je comprends que tu n'es pas un homme. Tu es un lâche. Il s'est levé d'un bond. Comment oses-tu? Un lâche qui ne sait pas aimer, qui ne sait que prendre, qui collectionne les femmes comme des trophées pour combler le vide qu'il a en lui. Ma voix était calme, posée. Et le pire, Alain, ce n'est pas que tu m'aies trompé. C'est que tu ne comprends même pas pourquoi c'est grave. Il me regardait, bouche ouverte. Pour une fois, il ne savait pas quoi dire. Je vais te poser une question, Alain. Une seule. Et je veux que tu me dises la vérité. Il a attendu. M'as-tu déjà aimé? Ne serait-ce qu'un jour? Le silence a duré longtemps, trop longtemps. Puis il a détourné les yeux. Je ne sais pas ce que tu veux que je te dise. Et là, j'ai compris. J'ai enfin compris. Ce n'était pas qu'il ne m'aimait plus. C'était qu'il ne m'avait jamais aimé. Jamais. Je me suis levée, j'ai monté l'escalier, j'ai sorti la valise que j'avais préparée, j'y ai ajouté quelques vêtements, mes papiers, un peu d'argent que j'avais mis de côté, et une photo, une vieille photo de moi, jeune, à 20 ans, devant cette librairie du quartier latin. La fille que j'étais avant de le rencontrer. La fille que j'allais retrouver. Quand je suis redescendue, Alain était toujours dans le salon. Il me regardait avec un mélange de surprise et de mépris. « Où crois-tu aller »
loin. Tu ne tiendras pas 2 semaines toute seule. J'ai ouvert la porte. Le froid de décembre m'a frappé au visage. Peut-être, mais au moins, je serai libre. Et je suis partie, sans me retourner, sans pleurer. Juste avec ma valise, mon manteau et cette petite graine de lucidité qui avait enfin germé. Dans le taxi qui m'emmenait vers la gare, j'ai regardé Paris défiler derrière la vitre. Les lumières de Noël, les couples qui marchaient main dans la main, les vitrines décorées. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose d'étrange en moi. Pas du bonheur, pas encore, mais quelque chose qui y ressemblait. Quelque chose comme de l'espoir. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Je suis arrivée en Provence 3 jours avant Noël, avec une valise, 3 000 € en liquide, et rien d'autre. J'avais choisi Roussillon, un petit village perché dans le Luberon, aux maisons ocre et aux ruelles étroites. Pourquoi Roussillon? Je ne sais pas vraiment. Peut-être parce que j'y étais venue une fois, il y a 30 ans, avec mes parents. Peut-être parce que c'était l'opposé exact de Neuilly, loin du bruit, des codes, des mensonges. Ou peut-être simplement parce que j'avais besoin de couleurs. Et Roussillon, c'est le village des ocres, rouge, orange, jaune. Comme si la terre elle-même saignait de beauté. J'ai loué une petite maison dans le centre du village. 2 pièces, une cuisine minuscule, une terrasse avec vue sur la vallée. Le propriétaire, un vieil homme aux mains calleuses, m'a regardé bizarrement quand je lui ai donné 3 mois de loyer d'avance en espèces. « Vous êtes en vacances, madame ?»« Non, je recommence ma vie. » Il a hoché la tête, comme si cette réponse était parfaitement normale. Les premiers jours ont été terribles, pas à cause du manque de confort. La maison était simple mais propre, avec tout ce qu'il fallait. Non, c'était le silence absolu. À Paris, il y avait toujours du bruit. Les voitures, les voisins, Alain qui rentrait, qui parlait, qui existait. Ici, il n'y avait rien. Juste le vent dans les pins, le chant des cigales, même en hiver, et mes pensées. Mes pensées qui tournaient encore et encore. Alain m'a appelé, plusieurs fois. Les premiers jours, je ne répondais pas. Puis, un soir, j'ai décroché. Léopoldine. Enfin, où es-tu? Sa voix était irritée. Pas inquiète, irritée. Peu importe. Écoute, on peut arranger les choses. Tu rentres, on parle calmement. Il n'y a rien à arranger, Alain. Ne sois pas ridicule. Tu ne vas pas tout gâcher pour une histoire idiote. J'ai fermé les yeux. Une histoire idiote? Tu appelles 30 ans de mensonges une histoire idiote? Tu dramatises. Comme toujours, j'ai senti quelque chose monter en moi. Pas de la colère. Quelque chose de plus froid, de plus définitif. Alain, je veux divorcer. Silence. Puis un rire. Court, méprisant. Divorcer? À ton âge? Avec quoi? Tu n'as rien. Pas de travail, pas d'argent, pas de carrière. J'ai 60 ans, Alain. Pas 80. Et tu comptes faire quoi? Vivre de quoi? Je ne sais pas encore, mais je trouverai. Tu es pathétique. Cette fois, je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit, d'une voix calme, peut-être, mais au moins, je ne suis pas toi. Et j'ai raccroché. Les jours suivants, il a continué à appeler. Puis les appels se sont espacés. Puis ils ont cessé. À la place, j'ai reçu une lettre de son avocat. Une lettre froide, juridique, qui m'informait qu'Alain avait entamé une procédure de divorce, qu'il demandait le partage des biens, qu'il me conseillait de prendre un avocat, qu'il ne souhaitait plus aucun contact direct avec moi. J'ai lu cette lettre assise sur ma petite terrasse, un châle sur les épaules. Le soleil d'hiver était doux, pâle, mais doux. Et j'ai pensé, c'est fini, vraiment fini. Janvier est arrivé, puis février. Les journées étaient longues, vides. Je marchais beaucoup. Dans le village, dans la forêt de cèdres, sur les sentiers des ocres, je cuisinais pour moi des choses simples, une soupe, une omelette, du pain et du fromage. Je lisais des romans que je n'avais jamais eu le temps de lire. Je regardais le ciel changer de couleur au coucher du soleil, mais je me sentais perdue, comme une enfant qui a appris à marcher dans une direction toute sa vie et qui soudain se retrouve face à un carrefour sans panneau. Un matin de mars, je suis allée au marché du village. Il y avait des étals de légumes, de fromage, d'olives, de miel. Les gens parlaient fort, riaient, se saluaient. Je me tenais à l'écart, un panier vide à la main. Une femme s'est approchée de moi, la soixantaine, les cheveux courts et gris, un sourire franc. « Vous êtes nouvelle ici, non ?» J'ai hoché la tête. « Je m'appelle Simone. Je tiens le restaurant, là-bas, au bout de la place. » Elle a désigné un petit établissement avec des tables en bois et des nappes à carreaux rouges. « Vous devriez venir manger un soir.
On fait une daube provençale à tomber. J'ai souri, timidement. Merci, je viendrai peut-être. Elle m'a regardé avec attention. Vous fuyez quelque chose, hein? J'ai sursauté. Pardon? Je reconnais ce regard. J'ai eu le même, il y a 20 ans. Nous avons parlé, longuement. Elle m'a raconté son histoire. Un mari violent, une fuite, une reconstruction. Moi, je lui ai raconté la mienne. Pas tout, mais assez. Quand j'ai fini, elle a posé sa main sur la mienne. Ma petite, vous avez fait le plus dur. Vous êtes partie. Maintenant, il faut construire. Mais je ne sais pas par où commencer. On commence toujours par ce qu'on aime. Qu'est-ce que vous aimez? J'ai réfléchi. Longtemps. Et soudain, la réponse est venue. Cuisiner. J'aime cuisiner. Simone a souri. Alors venez travailler avec moi. Je cherche quelqu'un en cuisine. Je ne peux pas vous payer beaucoup, mais vous apprendrez. Et vous mangerez bien. J'ai hésité. Je n'ai jamais travaillé dans un restaurant. Ce n'est pas grave. On apprend en faisant. Le lendemain, j'ai commencé. Les premières semaines ont été difficiles. Je ne savais rien. Rien du tout. Je coupais trop lentement. Je brûlais les sauces. Je mélangeais les commandes. Simone ne s'énervait jamais. Doucement, Léopoldine. Rome ne s'est pas faite en un jour. Mais petit à petit, j'ai appris. Les gestes, les techniques, les temps de cuisson. Comment faire un aioli parfait. Comment réussir une bouillabaisse. Comment préparer des légumes farcis comme ma grand-mère. Et quelque chose d'étrange s'est passé. J'ai commencé à me sentir vivante. Pour la première fois depuis des années, j'avais un but, une raison de me lever le matin. Je rentrais chez moi fatiguée, les mains qui sentèrent l'ail et le thym, les cheveux qui sentèrent la friture. Mais j'étais heureuse. Un soir, Simone m'a dit « Tu sais, Léopoldine, tu as un don. Les gens adorent tes plats. Vraiment? Vraiment. Tu mets de l'amour dans ce que tu fais. Ça se sent. » Mais en parallèle, le divorce avançait. Les lettres d'avocat continuaient d'arriver. Alain réclamait la maison, les économies, tout. Il disait que j'avais abandonné le domicile conjugal, que je n'avais aucun droit, que j'avais vécu à ses crochets pendant 30 ans. Mon avocat, une femme sèche et efficace de Cavaillon, m'a dit « Il va falloir vous battre. Il essaie de vous écraser. » Je sais. Vous avez des preuves? Quelque chose qui pourrait prouver ces infidélités? J'ai sorti mon téléphone. J'ai montré les photos, les reçus, les messages que Mathilde m'avait transférés. L'avocate a souri. Ça, Madame Gallet, c'est de l'or. Le procès a eu lieu en juin. Au tribunal de grande instance d'Avignon. Je suis arrivée seule, en robe noire, simple, digne. Alain était là avec son avocat, un homme en costume gris, aux manières arrogantes. Alain ne m'a pas regardée, comme si je n'existais pas. Le juge a écouté les deux parties. Mon avocate a présenté les preuves, les reçus d'hôtel, les messages, les témoignages de Mathilde et d'autres femmes qui avaient accepté de parler. L'avocat d'Alain a essayé de minimiser. Ces relations n'ont rien à voir avec le mariage. Monsieur Gallet a toujours assuré ses devoirs conjugaux. Le juge a levé les yeux. Ses devoirs conjugaux? Vous parlez de fidélité, maître? L'avocat a toussé. Je parle de soutien financier. Le juge s'est tourné vers moi. Madame Gallet, pourquoi avez-vous quitté le domicile conjugal? J'ai pris une grande inspiration. Parce que j'ai réalisé, monsieur le juge, que je n'étais pas une épouse. J'étais un meuble, utile, discret, mais sans valeur affective. Un silence. Et je refuse de passer le reste de ma vie à être un meuble. Le jugement est tombé 3 semaines plus tard. Divorce prononcé au tort exclusif d'Alain. Partage équitable des biens. Je recevais la moitié de la valeur de la maison. La moitié des économies. Environ 250 000 €. Alain a fait appel, évidemment. Mais j'ai gagné en appel aussi. Quand j'ai reçu le chèque, je suis restée longtemps à le regarder. Ce n'était pas l'argent qui comptait, c'était ce qu'il représentait. La reconnaissance, la justice, la liberté. Le soir même, j'ai invité Simone à dîner. Je lui ai raconté. Elle a levé son verre de rosé. À ta nouvelle vie, Léopoldine. À ma nouvelle vie. Mais quelque chose manquait encore. Je ne voulais pas juste survivre. Je voulais créer. Je voulais construire quelque chose qui soit vraiment à moi. Et c'est là que l'idée est venue. Un restaurant, mon restaurant. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en me battant jusqu'au bout. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Avec cet argent, j'aurais pu partir, voyager, acheter un appartement à Nice, me reposer. Mais quelque chose en moi s'était réveillé, quelque chose que je croyais mort depuis longtemps. Un désir, non plus que ça, une nécessité. Je voulais créer, je voulais bâtir quelque chose qui porte mon nom, pas le nom d'Alain, mon nom. Léopoldine. Un matin de septembre, j'ai vu une pancarte.
sur la place principale de Roussillon, juste à côté de l'église. À vendre, ancien atelier de poterie, 120 mètres carrés. C'était un bâtiment en pierre ocre, avec de grandes fenêtres en arc et une cour intérieure pavée. Abandonné depuis des années. Les volets étaient fermés, les murs couverts de lierre. Mais quand je suis entrée, la porte n'était même pas verrouillée, j'ai su. La lumière entrait par les fenêtres poussiéreuses, créant des raies dorées dans la pénombre. L'espace était vaste, haut de plafond, avec des poutres en bois massif. Je pouvais déjà voir ce que ça pourrait devenir. Une cuisine ouverte, des tables en bois brut, des nappes en lin blanc, des herbes séchées suspendues, des bougies, un endroit chaleureux, simple, authentique. J'ai appelé le propriétaire le jour même, un agriculteur à la retraite. Il voulait 80 000 €. J'ai négocié. 75 000. Il a accepté. Quand j'ai signé l'acte de vente, mes mains tremblaient. Pas de peur, d'excitation. Les travaux ont commencé en octobre. J'ai tout fait moi-même. Enfin, presque. J'ai embauché 2 artisans locaux, Pierre, un maçon bourru mais honnête, et son fils Lucas, un électricien. Mais pour le reste, la décoration, l'aménagement, les choix, c'était moi. Je passais mes journées sur le chantier, les cheveux attachés sous un foulard, les mains pleines de plâtre et de peinture. Je ponçais, je peignais, je nettoyais, je choisissais les carreaux pour le sol, des tommettes anciennes, couleur terre cuite. Je cherchais les tables et les chaises dans les brocantes, du bois massif usé par le temps avec une histoire. Je dessinais l'agencement de la cuisine, moderne mais pas aseptisée, fonctionnelle mais belle. Simone venait m'aider le week-end. Elle m'apportait du café et des tartines. « Tu es sûre de toi, Léopoldine ? Un restaurant, ce n'est pas rien. Je sais, ça va te prendre toute ton énergie, tout ton temps, tout ton argent. Je sais. » Elle a souri. « Alors vas-y, fonce. » Les mois suivants ont été les plus difficiles de ma vie, mais aussi les plus beaux. Je me levais à 6 heures, je travaillais jusqu'à minuit. J'apprenais tout. Comment gérer les fournisseurs, comment négocier les prix, comment organiser une cuisine professionnelle, comment créer un menu qui soit à la fois simple et mémorable, comment raconter une histoire avec des plats. Car c'était ça, mon idée. Pas juste un restaurant, une expérience. Chaque plat devait raconter quelque chose, évoquer un souvenir, toucher une émotion. Mon menu serait court. 6 entrées, 6 plats, 6 desserts. Que des produits locaux, de saison. Travailler avec respect. Des recettes traditionnelles, revisitées avec amour. Une soupe au pistou comme celle de ma grand-mère, mais avec des légumes du marché, cueillis le matin même. Une daube provençale mijotée pendant 8 heures, servie avec des pâtes fraîches faites maison. Une tarte tatin aux abricots de la vallée, avec une glace à la lavande. Chaque fois que je testais une recette, je pensais aux gens qui la mangeraient. Je voulais qu'ils ferment les yeux, qu'ils sourient, qu'ils se souviennent. En mars, le restaurant était presque prêt. Les murs étaient nés blancs, chauds, les poutres en bois apparentes, les tables dressées. J'avais accroché des cadres simples, de vieilles photos de Provence, des marchés, des lavandes. Et au-dessus du comptoir, en lettres dorées discrètes, Léopoldine, mon nom, juste mon nom. Le soir de l'inauguration était prévu pour le samedi 15 avril. J'avais envoyé des invitations, simples, élégantes, aux gens du village, aux artisans qui m'avaient aidé, à quelques journalistes locaux. 100 personnes, pas plus. 2 jours avant l'ouverture, je n'ai pas dormi. Je vérifiais tout. Les nappes, les couverts, les verres, je goûtais les sauces, je rectifiais l'assaisonnement. Je voulais que tout soit parfait. Le vendredi soir, la veille de l'inauguration, j'étais seule dans le restaurant. Les lumières étaient tamisées, les bougies allumées. Je me suis assise à une table, près de la fenêtre. J'ai regardé autour de moi, et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de fierté. Parce que cette chose que je regardais, ce lieu, cette beauté, cette chaleur, c'était moi qui l'avais créée. Avec mes mains, avec mon cœur, avec mon argent durement gagné. Je n'étais plus l'ombre de quelqu'un. Je n'étais plus la femme d'Alain. J'étais Léopoldine. Le samedi matin, je me suis levée à 5 heures. J'ai enfilé ma tenue, un tablier blanc immaculé sur une robe noire simple. J'ai attaché mes cheveux. J'ai mis du rouge à lèvres, du rouge vif. Pour la première fois depuis des années. À 18 heures, les premiers invités sont arrivés. Les villageois, souriants, curieux. Simone, avec un bouquet de lavande. Pierre et Lucas, en costume, presque méconnaissables. Les journalistes, carnets à la main. J'ai accueilli chacun personnellement. Bienvenue, merci d'être là. Les gens s'installaient, regardaient autour d'eux.
s'exclamait. C'est magnifique. Quelle atmosphère. On se sent bien ici. J'étais en cuisine, avec 2 jeunes commis que j'avais embauchés, Marie et Thomas, des enfants du village passionnés de gastronomie. Nous travaillions en silence, concentrés, synchronisés. Les assiettes sortaient les unes après les autres, belles, simples, parfaites. Les retours arrivaient. C'est délicieux. On dirait un repas chez ma mère, mais en mieux. Je n'ai jamais mangé une daube pareille. Et puis, à 20h30, quelqu'un est entré. Marie est venue me voir en cuisine. « Léopoldine, il y a quelqu'un qui demande à vous voir. Dis-lui que je suis occupée. Mais c'est un homme, il dit qu'il vous connaît. » Mon cœur s'est arrêté. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier. Je suis sortie de la cuisine, et je l'ai vu. Alain. Il était là, au milieu de la salle, en costume gris, les mains dans les poches. Il me regardait avec un petit sourire en coin. Ce sourire que je connaissais si bien. Ce sourire supérieur, condescendant. Les conversations se sont arrêtées. Tout le monde nous regardait. Il s'est approché. « Léopoldine, je n'ai rien dit. Joli endroit. Vraiment. Je suis impressionnée. » Sa voix était douce, presque chaleureuse. Je me suis dit qu'il fallait que je vienne pour te féliciter. Il a regardé autour de lui. « Tu as bien travaillé. C'est charmant. » Je le regardais sans bouger, sans sourire, sans rien. Il a continué. « Écoute, je sais qu'on a eu des moments difficiles, mais je pensais qu'on pourrait peut-être repartir sur de bonnes bases. Je suis fière de toi, vraiment. » Il a tendu la main. « Qu'est-ce que tu en dis? On oublie le passé ?» Tout le monde attendait. Le silence était total. J'ai regardé sa main, puis son visage, et j'ai vu, dans ses yeux, ce que je n'avais jamais voulu voir avant. Il n'était pas là pour moi. Il était là pour lui, pour paraître généreux, magnanime, pour être celui qui pardonne, pour s'approprier, d'une manière ou d'une autre, mon succès. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai dit, d'une voix claire, audible par tous, « Monsieur, je crois qu'il y a une erreur. » Il a froncé les sourcils. « Pardon ? Ce restaurant est ouvert sur invitation, et je ne me souviens pas de vous avoir invité. » Son sourire s'est figé. « Léopoldine, ne sois pas ridicule. Je ne connais pas de Léopoldine Gallet. » J'ai marqué une pause. « Ici, je suis Léopoldine. Juste Léopoldine. » Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Les gens autour de nous ne disaient rien, mais je voyais leurs regards. Ils comprenaient. « Je vous demande de partir. »« Tu ne peux pas. »« Je peux. C'est mon restaurant, ma maison, ma vie. » Il est resté là, une seconde de trop. Puis Pierre, le maçon, s'est levé. Lucas aussi. Et Simone, et d'autres encore. Sans un mot, ils se sont placés autour de moi. Pas de manière agressive. Juste là, présent, solidaire. Alain a compris. Il a reculé d'un pas. « Tu fais une erreur, Léopoldine. »« Non, j'en ai fait une, il y a 32 ans. Ce soir, je la corrige. » Il est sorti, sans se retourner. Quand la porte s'est refermée derrière lui, quelqu'un a applaudi, puis quelqu'un d'autre. Et soudain, toute la salle applaudissait. J'ai souri. Pour la première fois de la soirée, j'ai souri vraiment. « Bon, » ai-je dit en retournant vers la cuisine. « On a encore 6 tables à servir. Au travail. » Ce soir-là, tard dans la nuit, après que tout le monde soit parti, je me suis assise sur le perron du restaurant. Le ciel était criblé d'étoiles. L'air sentait le jasmin. Et j'ai pensé à cette femme que j'avais été, celle qui souriait en silence, celle qui se faisait petite, celle qui croyait que l'amour, c'était disparaître. Elle n'existait plus. À sa place, il y avait moi, Léopoldine, 60 ans, libre, vivante, et pour la première fois de ma vie, je n'avais peur de rien. Les années ont passé, 5 ans, exactement. 5 ans pendant lesquels je n'ai plus jamais entendu parler d'Alain. Pas une lettre, pas un appel, rien, comme s'il n'avait jamais existé. Mon restaurant, lui, a prospéré. Pas de manière spectaculaire, pas comme ces établissements à la mode dont on parle dans les magazines parisiens. Non, quelque chose de plus précieux, une réputation solide, authentique. La première année, nous avons eu du mal. Les clients venaient par curiosité. Certains repartaient contents, d'autres déçus. J'apprenais, je me trompais, je recommençais. La deuxième année, le bouche à oreille a commencé à fonctionner. Les touristes qui passaient par Roussillon s'arrêtaient chez nous. Ils repartaient avec une adresse griffonnée sur un bout de papier. « Si vous passez en Provence, allez chez Léopoldine. » La troisième année, un critique gastronomique est venu, sans prévenir, incognito. Il a commandé le menu complet. Il est reparti sans un mot. 2 semaines plus tard, son article est paru dans Le Figaro. Léopoldine, à Roussillon, quand la simplicité devient art.
Dans ce petit village du Luberon, une femme discrète signe une cuisine qui touche l'âme. Pas de fioritures, pas de prétention, juste des produits magnifiques, travaillés avec amour et intelligence. La daube provençale est un poème. La tarte tatin aux abricots, une Madeleine de Proust en version ensoleillée. On ressort de chez Léopoldine comme on sort de chez une amie. Le cœur plein, l'esprit apaisé. Une étoile, sans aucun doute. Le lendemain de la parution, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Des réservations, des dizaines, puis des centaines. 6 mois plus tard, le guide Michelin est venu. Incognito aussi. Et en janvier dernier, j'ai reçu l'appel. « Madame, nous avons le plaisir de vous informer que votre établissement a été distingué d'une étoile au guide Michelin. Toutes nos félicitations. » J'ai raccroché. Je me suis assise. Et j'ai pleuré. Pas parce que l'étoile changeait quoi que ce soit à qui j'étais, mais parce que c'était la preuve que j'avais réussi, que j'avais construit quelque chose de beau, que j'existais. La cérémonie officielle devait avoir lieu en avril. Une grande soirée à Paris, au pavillon d'Armenonville. Tous les nouveaux étoilés seraient au présent. J'ai hésité à y aller. Paris, cette ville où j'avais été si malheureuse. Mais Simone m'a convaincue. Tu y vas, Léopoldine. Tu y vas et tu portes la tête haute. Alors j'y suis allée. En train, seule. J'ai pris une chambre d'hôtel simple, près de la gare de Lyon. Le soir de la cérémonie, j'ai mis une robe longue, noire, élégante. J'ai attaché mes cheveux en chignon. J'ai mis des boucles d'oreilles en argent. Un cadeau que Simone m'avait offert. Quand je suis entrée dans la salle, j'ai été impressionnée. Des centaines de personnes, des chefs célèbres, des journalistes, des photographes, les lustres en cristal, les nappes blanches, le champagne qui circulait. J'étais intimidée, mais je me suis tenue droite. On a appelé les noms, un par un. Les nouveaux étoilés montèrent sur scène. Ils recevaient leurs plaques. Ils souriaient. On applaudissait. Puis j'ai entendu « Léopoldine, restaurant Léopoldine, Roussillon ». Je suis montée sur scène. Les projecteurs m'aveuglaient un peu. J'ai reçu la plaque, lourde, froide, belle. Le directeur du guide m'a serré la main. « Félicitations, madame. Votre cuisine est une ode à la Provence. Continuez. » J'ai dit merci. J'ai souri. Et je suis redescendue. Après la cérémonie, il y avait un cocktail. Je me tenais à l'écart, un verre de champagne à la main que je ne buvais pas vraiment. Et c'est là que je l'ai vu. Il était de dos, au fond de la salle, près d'une colonne. Mais je l'ai reconnu immédiatement. Cette silhouette, cette posture. Alain. Mon cœur s'est accéléré. Mais ce n'était plus de la peur. C'était de la curiosité. Il s'est retourné. Nos regards se sont croisés. Il a vieilli. Beaucoup. Les cheveux blancs, le visage creusé, les épaules un peu voûtées. Il s'est approché, lentement, comme s'il hésitait. Léopoldine. Sa voix était différente, plus faible, moins assurée. « Bonsoir, Alain. » Un silence. Il regardait la plaque que je tenais encore dans mes mains. « Alors, c'est vrai. Une étoile. Oui. Je suis content pour toi. » Je ne disais rien. Je le regardais juste. Je suis venue avec une amie. Elle travaille dans la gastronomie. Elle voulait voir la cérémonie. Il a marqué une pause. Je ne savais pas que tu serais là. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pourquoi es-tu venu me parler, Alain? Il a baissé les yeux. Je voulais te dire quelque chose. Depuis longtemps. Quoi? Il a pris une grande inspiration. J'ai fait une erreur. Avec toi. Je n'ai pas répondu. Quand tu es parti, j'ai cru que tu reviendrais, que tu ne tiendrais pas. Il a souri. Un sourire triste. Mais tu ne l'as pas fait. Et j'ai continué ma vie, mes habitudes. Sandrine? Il a tressailli. Elle est partie au bout de 6 mois. Elle a dit que je ne savais pas aimer. Un silence. Après elle, il y en a eu d'autres, mais elles partaient toutes. Au bout de quelques mois, quelques semaines, parfois, sa voix tremblait un peu. J'ai fini par comprendre. Le problème, ce n'était pas elle, c'était moi. Il m'a regardé. Tu avais raison, Léopoldine. Je suis un lâche. Je l'ai regardé longtemps. Cet homme qui m'avait brisé, cet homme qui m'avait humilié, cet homme qui, aujourd'hui, se tenait devant moi, vieilli, seul, vidé. Et je n'ai rien ressenti, ni colère, ni pitié, ni satisfaction, juste rien. Je te souhaite d'être heureux, Alain, vraiment. Il a ouvert la bouche, surpris. Vraiment? Oui, parce que ton malheur ne me rendra pas plus heureuse, et mon bonheur n'a plus rien à voir avec toi. J'ai posé mon verre sur une table. Prends soin de toi. Et je suis partie. Dehors, la nuit parisienne était douce. Les lumières de la ville scintillaient. Je marchais lentement, la plaque sous le bras.
et je me suis souvenu de cette phrase que Simone m'avait dite il y a longtemps. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Alain avait donné du mépris, des mensonges, de l'égoïsme, et la vie lui avait rendu de la solitude. Moi, j'avais donné de l'amour, du travail, de la patience, et la vie m'avait rendu ça, une étoile, un restaurant, une liberté. Je suis rentré à Roussillon le lendemain. Simone m'attendait à la gare. Alors, comment c'était? Parfait. Tu l'as vu? Oui. Et? J'ai souri. Il n'existe plus, Simone. Il n'existe plus. Elle a hoché la tête. Bien. Maintenant, rentre chez toi. Repose-toi. Demain, on a 28 couverts. Et la vie a continué. Belle, simple, vraie. Elle m'avait traité de poids mort. Des années plus tard, j'ai revu ce même regard vide dans un hall de cérémonie parisien. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Je suis assise sur ma terrasse. C'est le soir. Le ciel de Provence vire au rose, puis à l'orange, puis au violet. Les cigales se sont tues. On entend juste le vent léger dans les pins, et au loin, les cloches de l'église. J'ai 65 ans aujourd'hui. 5 ans exactement depuis cette soirée à Paris où j'ai revu Alain pour la dernière fois. 5 ans pendant lesquels je n'ai plus jamais pensé à lui. Enfin, presque jamais. Mon restaurant fonctionne toujours. Nous avons gardé l'étoile. Chaque année, le guide revient. Chaque année, il la confirme. Mais ce n'est plus ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui se passe ici, tous les jours. Les clients qui viennent, qui repartent avec un sourire, qui écrivent dans le livre d'or « Merci pour ce moment, on reviendra. Vous nous avez fait du bien. » Marie et Thomas travaillent toujours avec moi. Ils ont appris, ils ont grandi, ils sont devenus de vrais chefs. L'année dernière, Thomas a ouvert son propre restaurant à Gordes. Marie prépare le sien à Beaunieu. Je suis fière d'eux, comme une mère serait fière de ses enfants. Simone, elle, a pris sa retraite il y a 2 ans, mais elle passe encore au restaurant 3 fois par semaine. Elle s'assoit à la table près de la fenêtre. Elle commande un verre de rosé. Elle regarde les clients, et de temps en temps, elle me lance un clin d'œil. « Tu vois, je te l'avais dit, tu avais ça en toi. » Parfois, je repense à cette femme que j'étais, celle qui vivait à Neuilly, qui repassait des chemises, qui souriait en silence. Et je me demande, était-ce vraiment moi? Oui, c'était moi. Mais c'était une version de moi qui ne savait pas encore qui elle était. Une version qui croyait que l'amour, c'était se faire oublier, que la valeur d'une femme se mesurait à son utilité, que le bonheur des autres passait avant le sien. Il m'a fallu 60 ans pour comprendre que c'était faux. 60 ans et un dîner humiliant. 60 ans et une valise. 60 ans et 800 kilomètres vers le sud. Mais je ne regrette rien. Même pas les 32 années avec Alain. Parce que sans ces années-là, je ne serais pas ici aujourd'hui. Sans cette douleur, je n'aurais jamais trouvé cette force. Les gens me demandent souvent « Vous ne vous sentez pas seul ?» Et je réponds « Non, je me sens libre. » Parce que la solitude, ce n'est pas être seul. La solitude, c'est être entouré de gens et ne pas exister. C'est vivre dans une maison pleine et se sentir invisible. C'est partager un lit avec quelqu'un qui ne vous voit pas. Ça, c'était ma vie d'avant. Ma vraie vie a commencé à 60 ans. Quand j'ai posé cette serviette sur la table, quand je me suis levée, quand je suis partie. Aujourd'hui, je me lève tous les matins et je sais pourquoi. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Et je n'ai besoin de personne pour me le confirmer. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles, des nuits où j'ai douté, des jours où j'ai eu peur, des moments où j'ai pensé « Et si Alain avait raison? Et si je ne tenais pas ?» Mais j'ai tenu, parce que j'avais une chose qu'il n'avait jamais eue, une chose que l'argent ne peut pas acheter, une chose que le charme ne peut pas imiter, la dignité de savoir qui on est, la dignité de ne pas accepter moins que ce qu'on mérite, la dignité de partir quand il le faut, la dignité de recommencer. Et aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je vois quelque chose de beau, pas parfait, mais beau. Je vois ce restaurant que j'ai bâti pierre par pierre. Je vois ces jeunes que j'ai formés et qui volent maintenant de leurs propres ailes. Je vois ces clients qui reviennent année après année parce qu'ils se sentent bien ici. Je vois Simone, mon amie, ma sœur de cœur. Je vois cette lumière de Provence qui dore tout ce qu'elle touche. Et je me dis, voilà, c'est ça, une vie réussie. Pas une vie sans douleur, pas une vie sans erreur, mais une vie où on finit par devenir soi-même. Il y a quelques mois, j'ai reçu une lettre de Mathilde. Cette femme qui m'avait appelée il y a 7 ans pour me dire la vérité sur Alain. Elle m'écrivait « Chère Léopoldine,
Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je suis cette femme qui vous a téléphoné il y a longtemps pour vous parler d'Alain. Je voulais vous dire merci, parce que cette conversation a changé ma vie. Après notre échange, j'ai compris que je méritais mieux. J'ai quitté Paris. J'ai repris mes études. Aujourd'hui, je suis psychologue. J'aide des femmes qui sont passées par ce que nous avons vécu. J'ai lu un article sur vous et votre restaurant. J'ai vu votre photo. Vous avez l'air heureuse. Merci de m'avoir montré qu'on peut recommencer, même quand on croit que c'est trop tard. Avec toute mon admiration, Mathilde. J'ai pleuré en lisant cette lettre, parce que c'était la preuve que ma douleur avait servi à quelque chose, qu'elle n'avait pas été vaine, que mon histoire pouvait inspirer d'autres femmes. Et c'est pour ça que je raconte tout ça aujourd'hui. Pas pour me plaindre, pas pour accuser, mais pour dire à toutes les femmes qui m'écoutent, si vous êtes dans une relation où vous devez vous faire petite pour que l'autre se sente grand, partez. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous humilie, même pour rire, partez. Si vous vivez dans une maison où vous n'existez pas, partez, parce qu'il n'est jamais trop tard. J'avais 60 ans quand j'ai recommencé. 60 ans. Pas d'argent, pas de métier, pas de plan. Juste une valise et une volonté. Et regardez où je suis aujourd'hui. Regardez ce que j'ai construit. Regardez qui je suis devenue. Vous pouvez vous aussi, quel que soit votre âge, quelles que soient vos peurs. Vous pouvez. Je termine mon verre de vin. Le soleil a disparu derrière les collines. Les lumières du village s'allument une à une. Demain, le restaurant ouvrira à midi. Nous avons 32 couverts. Marie arrive à 10 heures. Thomas à 11. Simone passera vers 15 heures pour son rosé habituel. La vie continue. Belle, simple, vraie. Ma vie. Et si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à trouver le courage de partir, à croire qu'elle mérite mieux, alors tout cela aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.